Salut à tous, nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Aujourd'hui, focus sur 3 équipes, 3 franchises avec un jeune joueur, un jeune talent, un jeune diamant, mais qui peinent un peu en ce début de saison. On va parler des Hawks, on va parler des Celtics et on va parler des Mavericks en essayant de comprendre quels sont les problèmes de ces franchises actuellement. Pour se faire un peu comme à l'ancienne, je l'ai déjà dit, un duo. Tom, comment ça va? Tom, on va être clair avec nos auditeurs. Alors d'abord, ça a été un épisode très dur à commencer. On a une pléthore de soucis techniques avant de débuter. On espère qu'il va pouvoir être enregistré d'un coup. Et puis comment ça va la forme, Tom? Ouais, ça va. Écoute, les Grizzlies sont sur une belle série de victoires. Dans l'ensemble, ça va. On espère un petit peu plus de santé dans les prochaines semaines sur le plan perso, mais sinon dans l'ensemble, ça va. Très bien, donc c'est moi qui te donnera de l'énergie, Tom, dans cet épisode. Après, tu peux être content. Là, c'est un petit peu, on va distribuer les mauvais points aujourd'hui, donc tu peux être heureux de pas être parmi les équipes à qui on distribue les mauvais points. Ouais. C'est plutôt, tu es dans les bons points. Ou alors peut-être que les Grizzlies sont peut-être pas arrivés à ce niveau de maturité, entre guillemets, pour commencer à avoir les mauvais points. C'est vrai qu'on en parle peu, en vrai, des Grizzlies. On en parle jamais. On parle jamais ouais. des équipes dont un des membres de l'équipe est fan, mis à part Chicago. Sauf les Bulls, ouais. Les Bulls qui font une espèce de propagande à travers leurs supporters pour qu'on parle d'eux, mais mis à part ça, c'est vrai qu'on parle très peu des équipes des après, est-ce qu'on a envie de parler des Pistons, Tom? Vraiment. On va bien parler des Celtics. Ok. On salue Ilias et Alan. Du coup, comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Trouvez le boulot de nos CM Antoine et Gabin. Vous pouvez aussi nous suivre sur les plateformes où vous écoutez votre podcast. J'ai vu que de nombreux auditeurs et auditrices ont mis des petites 5 étoiles sur Spotify. Donc n'hésitez pas à le faire. On sait pas encore trop à quoi ça va servir, mais ça sent le classement à court terme, tout ça. Donc ça pourrait être pas mal de nous mettre des étoiles, et puis aussi sur Apple Podcast, et puis vous nous retrouvez également sur YouTube. On va marquer une petite pause et puis on va s'envoler, le terme est bien choisi, du côté d'Atlanta pour parler des Hawks. Tom, ces derniers jours, il y a une sortie remarquée. C'est très rare qu'on entende les JM, d'abord qu'on les entende, et puis ensuite qu'on les entende de manière aussi libérée et aussi franc. C'est Travis Schlenk, donc le JM des Hawks d'Atlanta, qui avait l'occasion de parler. Il a un petit segment hebdomadaire dans une radio locale. Alors, je vais faire court parce que j'ai écouté le segment, il était très cash. Je vais te sortir 3 phrases qui sont un peu ressortis et qui traduisent un peu le sentiment du GM vis-à-vis de cette équipe. Je le cite: ce n'était peut-être pas une bonne idée de faire revenir tout le monde. Je me demande si j'ai construit une équipe qui peut gagner. Je dois peut-être baisser mes attentes pour cette équipe. Alors c'est trois phrases très difficiles, très dures, très cash. 17 victoires, 21 défaites, c'est le bilan actuel des Hawks. Ils sont 12e à l'Est. Ils ont subi des blessures, ils ont subi le Covid. Mais après une finale de conf, on est un petit peu déçu, Tom. Mais il faut se rappeler une chose, et on va démarrer comme ça, c'est que la saison dernière des Hawks, c'était une saison, 2 saisons dans une. On a eu la saison avec Lloyd Pierce et la parenthèse enchantée avec Nate McMillan. Et c'est vrai qu'on avait terminé sur le chapitre McMillan, et peut-être qu'on a eu un peu trop d'espoir sur cette équipe. En tout cas, là, elle déçoit. Et je sais, Tom, qu'il y a un rapprochement dans ta tête, et moi aussi, il m'a beaucoup parlé. C'est avec le Heat d'il y a quelques années. Alors, comment tu peux nous expliquer ce rapprochement? Comment il s'est créé dans ta tête? Puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire un peu de ces Hawks? En fait, par rapport au rapprochement, on se souvient du Miami Heat qui avait commencé à, je crois que c'est le Heat de 2016-2017. Ou 2017-2018, je crois que c'est 2016-2017, qui avait commencé la saison à 10-32 et qui fait une deuxième partie de saison à 32-10. Et du coup, ils échouent entre guillemets limite aux portes des playoffs. Et on se demande, c'est quoi cette équipe-là? Est-ce que c'est plus la version de la deuxième partie de saison? Et eux, ils ont cru que c'était entre guillemets la version de la deuxième partie de saison parce qu'ils ont re-signé tout le monde sur de gros contrats à l'époque, à l'été 2017. Et ou est-ce que c'est la version qui était avant qui perdait tous les matchs? Et on a souvent tendance à croire que c'est la dernière entre guillemets version, la version la plus récente qui est l'équipe réelle. Sauf que parfois c'est pas le cas. C'est un peu comme quand une équipe est menée 3-1 et finit par gagner une série 4-3. On oublie qu'elle a été menée 3-1
en gardant uniquement le fait qu'elle s'est reprise en gagnant 3 matchs de suite. Donc du coup, ces Hawks-là, tu te rends compte que encore une fois, cette saison, ils sont partis, entre guillemets, s'ils veulent arriver à atteindre leurs objectifs, à faire 2 saisons dans une. Et là où c'est peut-être inquiétant, l'an dernier, sous Nate McMillan, t'avais après le départ de Lloyd Pierce, tu avais un retour entre guillemets de la défense. Et la défense là, sur le début de saison, elle est vraiment aux abonnés absents. Totalement, Tom. C'est vrai que je pense, c'est peut-être parce que c'est la période la plus fraîche dans nos mémoires. C'est vrai qu'on a tendance à toujours laisser le bénéfice du doute et se dire c'est peut-être ce qu'on a vu sur la fin, la réalité. Là, il y a eu le changement de coach. Alors après, franchement, je pense que les fans de Portland et les fans d'Indiana peuvent témoigner. C'était surprenant de voir un tel impact de Nate McMillan, qui a un solide coach NBA, mais qui a jamais révolutionné le coaching. Moi, Tom, j'ai essayé de comprendre. Je l'avais dit il y a quelques semaines. Atlanta, c'était l'équipe cette année que j'attendais au tournant et que je voulais voir jouer pour comprendre en fait qu'est-ce que j'ai raté dans cette deuxième partie de saison. Avant de revenir sur ce que j'ai vu, j'ai de plus en plus l'impression que la vraie version d'Atlanta, bien évidemment, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est entre les deux, mais c'est plus proche du début de saison de l'année dernière que de la fin. J'ai fait un truc très simple, Tom, j'ai divisé ces 3 périodes. Ce qui est bien, c'est que ça marche très bien niveau match. On a 34 matchs sous Lloyd Pierce, le début de la saison dernière, 38 sous McMillan qui reprend Lloyd Pierce, donc la fin de saison dernière, et 38 actuellement. 34, 38, 38. Donc au niveau de, on va dire, l'échantillonnage, est plutôt bon. Hein. C'est même totalement, c'est pas volontaire, mais c'est plutôt bon. Alors, ce qui est frappant, c'est que la période sous Pierce et actuellement, se ressemble énormément. Rating défensif. 114 sous Pierce, 114,4 actuellement. C'est pratiquement la même chose. Les ratings bougent cette année, mais en gros, sous Lloyd Pierce, c'est la 22e défense. Sous McMillan, c'est la 28e. Donc, à chaque fois, une défense parmi les 10 dernières. Sous Lloyd Pierce, 11e attaque, 113,7. Actuellement, avec McMillan, 2e attaque, 113,8. Ils sont plus forts en attaque. Ça, c'est une certitude. Par contre, oui, vas-y, Tom. Simplement, le petit astérix qu'on peut rajouter, c'est que l'an dernier, en début de saison, sur Lloyd Pierce, il y avait énormément de blessés en début de saison, en fait. Donc du coup, peut-être que, le niveau offensif du début de saison de l'an dernier n'est pas forcément représentatif de ce que l'équipe peut produire, et on est peut-être plus proche de la réalité avec ce qu'on voit sur ce début de saison-là offensivement. Moi, je pense que offensivement, globalement, sur la fin de saison dernière avec McMillan, ils sont 8e attaque, 117 d'offensive rating. Il faut savoir que les ratings offensifs ont baissé cette année. Il y a plein d'explications. Je pense que offensivement, c'est une top 10 attaque. Est-ce que c'est la deuxième attaque NBA? Je pense pas, mais je pense qu'ils sont quelque part dans le top 10. L'anomalie, c'est sous McMillan en fin de saison dernière, 13e défense. Et je veux dire, depuis que ce cœur de joueurs-là autour de Trae Young, John Collins, Harter, etc. est ensemble, il n'y a pas d'occurrence des Hawks comme une bonne équipe défensive, en fait. C'est ça, j'ai l'impression, Tom, c'était peut-être là l'anomalie. Les Hawks ne sont pas une bonne défense. Et actuellement, tu l'as dit, ça se voit vraiment. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de choses aussi qui reposent sur Clint Capela. Et il faut pas se leurrer, Clint Capela, cette saison, il fait une moins bonne saison que sa fin de saison dernière. Hein. En fin de saison dernière, c'est un joueur qui était considéré, entre guillemets, comme dans les 4-5 prétendants, entre guillemets, au trophée de défenseur de l'année. Et puis là, cette saison, il est, entre guillemets, correct défensivement, sauf que ça suffit pas, en fait, pour boucher tous les trous qu'il y a dans cette défense des Hawks. Totalement. Et là, du coup, tu sais, Tom, moi je veux toujours aller plus loin. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui peut expliquer que cette défense des Hawks sur la deuxième partie de la saison dernière, il y a eu un Capela, tu l'as dit, bien meilleur. Et aussi, il faut introduire ce concept dont on a beaucoup parlé avec les Knicks l'année dernière, c'est cette idée de réussite sur les shoots de tes adversaires. Alors, en gros, pour faire simple, pour comprendre ça, il faut 2 statistiques. Il faut l'efficient field goal percentage, donc pourcentage de shoot, statistique spéciale qui prend en compte la valeur supérieure du 3 points. Et il faut aussi, alors on va essayer de simplifier au possible la located efficient field goal percentage. Donc c'est une idée très simple, c'est le pourcentage de réussite théorique si l'équipe shootait aux moyennes de la ligue. En gros, si l'équipe A réussit ses 2 points et ses 3 points dans les moyennes de la ligue, voilà le pourcentage de réussite qu'elle aurait. Ces 2 stats
mis bout à bout, défensivement, elles sont super intéressantes parce que ça permet de voir des aberrations, des anomalies. Pourquoi on vous a parlé des Knicks l'année dernière? Parce que les Knicks, c'était la deuxième équipe à l'official field goal percentage, donc ils maintenaient leurs adversaires très bas au pourcentage au tir, sauf qu'ils étaient 29e à la stat théorique. C'est-à-dire qu'en fait, les équipes rataient des shoots qu'elles devaient mettre contre les Knicks. Donc 2,29, ça voudrait dire que vraiment les Knicks auraient perdu un nombre de places assez conséquent au niveau du rating défensif, globalement, de la défense. C'est un peu comme les Nets cette année. Les Nets de cette année. Et j'ai regardé les Hawks. L'année dernière, les Hawks étaient 6e à l'efficient field goal percentage. Ils étaient 19e au théorique. Donc c'est une équipe qui a eu beaucoup de réussite au shoot. Et l'ironie, c'est que cette année, ils sont 21e au théorique et ils sont 25e au concret, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, limite, la chance a basculé de l'autre côté et ils concèdent, leurs adversaires mettent leur shoot. Et puis le problème des Hawks, si on continue, c'est une défense, Tom, qui va concéder, moi, de ce que je vois des matchs des Hawks, j'en ai beaucoup vu, c'est une défense qui concède beaucoup de shoots à 3 points et dans la peinture. En particulier quand Clint Capella, tu as bien fait de le dire, n'est pas sur le terrain. Onyeka Okongwu a joué quelques matchs. Dès qu'il est sur le terrain, on l'attaque parce que il fait pas peur défensivement aux attaques adverses. Clairement. Après, c'est vrai que quelque chose qui peut expliquer ça, c'est que je trouve que les équipes qui jouent contre les Hawks rentrent défensivement très vite dans les rotations. Il y a le positionnement de Trae Young qui, par exemple, quand tu vois le match face aux Lakers, début de match, Trae Young, c'est limite le low man, c'est-à-dire qu'il est même pas sur le périmètre, il est limite au niveau du cercle au début, au niveau des attaques, et les joueurs des Lakers, par exemple des joueurs comme Avery Bradley, vont essayer de le chercher pour le faire sortir, pour l'emmener sur le périmètre. Quand tu vois tous les efforts entre guillemets que les Hawks sont obligés de faire entre guillemets pour le cacher, pour éviter qu'ils se prennent des backscreens, des trucs comme ça qui le mettent vraiment en difficulté. Et puis autre chose en fait avec cette défense des Hawks, malheureusement ils sont entre guillemets cantonnés au fait de devoir mettre Trae Young sur le pire attaquant de l'équipe adverse. Et on se rend compte que par exemple les meilleures défenses de la ligue, ou du moins la plupart des défenses qui sont au-dessus de la moyenne, ce qu'elles font c'est que plutôt que de mettre leur moins bon défenseur sur le plus mauvais défenseur adverse, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont mettre leur meilleur défenseur sur le moins bon attaquant adverse pour permettre à leur meilleur défenseur, du coup, de pouvoir, entre guillemets, flotter pour essentiellement protéger la raquette et protéger les différentes pénétrations et du coup, avoir un peu un joueur en free safety, quoi. Et malheureusement, avec Trae Young, tu peux pas faire ça. Et puis en plus, l'ironie, on en parlait en off, le meilleur défenseur, le moins bon attaquant adverse, bien souvent il arrive que ça soit le meilleur défenseur qui se coltine Trae Young de l'autre côté, donc qui peut en plus se reposer. Sur les Hawks, si on parle un peu des problèmes à l'heure actuelle, c'est un peu l'objectif de cet épisode. Pour moi, c'est la défense en transition qui est absolument abominable. Ils sont 28e de la NBA à ce niveau-là. C'est un classement un peu trompeur parce que c'est un classement dans lequel il faut prendre en compte aussi la fréquence. C'est-à-dire que les Portland est 30e, mais c'est l'équipe qui subit le moins de contre-attaques. Donc en fait, ça équilibre un peu. Et ce qui est d'autant plus paradoxal avec ces Hawks, c'est que c'est une équipe qui perd pas le ballon. Ils sont premiers au terme de turnover, de pourcentage de turnover. Ils perdent pas trop la gonfle. Ce qui est, on va y revenir, plutôt positif pour une équipe qui a un tel héliocentrisme. Le problème, c'est qu'ils sont suffisants en fait. Moi, les Hawks globalement en tant qu'équipe, je les trouve extraordinairement suffisants sur les close-out, sur la défense en transition. Il n'y a pas de secret. Hein. Je veux dire, il faut revenir à un moment. Ça aide pas que Trae Young soit ta première muraille défensive, oui, mécaniquement comme c'est lui qui revient, mais je les trouve extrêmement suffisants moi en fait. Ces Hawks là. Et j'entendais JJ Redick qui disait de toute façon les Hawks c'est simple, ils ont juste besoin d'être une défense moyenne. Mais Tom, est-ce qu'ils peuvent vraiment être une défense moyenne? Moi, j'en doute parce que d'abord, leur meilleur défenseur à l'aile, DeAndre Hunter, est très souvent blessé, très souvent blessé. J'ai fait mes petits calculs, il a raté 44% de ses matchs en carrière et c'est en comptant une première année, c'est en comptant une première année où il aura 4. Donc ça fait 2 saisons qu'il est très embêté par les blessures. Cam Reddish, on va y revenir, ça reste théorique. Capella est un très bon défenseur, mais avec un joueur comme Trae Young, il te faut une armada défensive autour, et moi je vois pas ces Hawks comme une défense moyenne à l'heure actuelle.
c'est vrai qu'avec un joueur comme Trae Young à la base, il te faut des joueurs hyper athlétiques et des joueurs longs à côté pour l'entourer. Donc c'est vrai que dans la théorie, tous les joueurs qu'ils ont à côté entre guillemets sont plutôt longs. Tu vois quand si tu prends par exemple Hunter, Reddish, John Collins et même Capella, même Okongwu sont des joueurs qui sont plutôt longs et qui sont plutôt athlétiques. Après, je pense que du coup, il y a quand même des possibilités d'amélioration, mais il faut que ces joueurs-là soient disponibles. Et ça, malheureusement, c'est pas un fort pour les Hawks. Après, tu parlais vraiment de la défense de transition. D'ailleurs, il y a Zach Lowe qui avait dans sa colonne hebdomadaire qui avait du coup pointé du doigt la défense en transition des Hawks. Et en fait, tu te rendais compte que la défense en transition des Hawks était percée par des simples appels de balles faits par les autres. C'est-à-dire que même si, par exemple, disons sur un rebond défensif, l'autre équipe allait remonter la balle, il suffisait juste d'un mouvement pour percer totalement la défense pour offrir un 3 points ouvert. Et ça, tu peux pas te permettre ce genre de choses. Alors oui, je pense qu'il y a une côté, il y a un côté entre guillemets effort, mais je pense qu'il y a aussi un petit côté suffisance comme tu l'as bien dit. C'est vrai, c'est ça. Enfin, je l'ai mal expliqué, mais si tu es une équipe qui perd très peu de ballons, mécaniquement, t'es pas censé être mauvais sur. Tu vois, c'est plus quand les transitions viennent sur une accumulation de pertes de balles, c'est ce qui se passe du côté de Houston. Si on fait la comparaison, Houston est cataclysmique en défense de transition parce qu'en fait, ils perdent une montagne de ballons et du coup, les attaques adverses peuvent se mettre en place. Les Hawks prennent des points en transition sur de la transition sur rebond défensif. Ça, c'est d'autant plus, c'est d'autant plus inquiétant. Et moi, j'avoue que en voyant ces Hawks-là, alors bien évidemment, il faut parler de l'aspect blessure, de l'aspect Covid, qui bien évidemment, comme beaucoup d'équipes et comme pratiquement toutes les équipes dont on va parler, les 3 équipes dont on va parler aujourd'hui, a peut-être amené la machine à un peu se dérégler, mais cette suffisance-là, je trouve que elle inonde tout l'effectif. Et globalement, ils ont les armes, tu l'as dit Tom, mais les joueurs ne sont pas assez souvent là, tout simplement. Et puis tu vois comme en regardant, tu vois, quand tu regardes les matchs, notamment par exemple le match face aux Lakers, le match contre les Lakers, tu vois, c'est vraiment exactement ce qui se passe pour moi chez les Hawks cette saison. Ils perdent pas énormément de ballons, mais les ballons qu'ils perdent, c'est des live ball turnover, c'est-à-dire que le ballon ne sort pas du terrain, c'est-à-dire que c'est soit des interceptions ou un ballon dévié, et les Lakers se retrouvent avec énormément de contre-attaques parce que chaque fois que tu perds un ballon, c'est 2 points. C'est pas genre une passe envoyée en touche et du coup t'as la possibilité de te replacer. C'est un ballon volé qui finit par un dunk ou par un 3 points en transition. Ouais, totalement. C'est ça aussi, c'est le fait que dans ce match contre les Lakers, alors c'est la version Lakers LeBron pivot, donc c'est un peu différent, mais ça, les Lakers sont pas une bonne équipe en transition cette année, hein, et ils ont fait mais un carnage en première mi-temps contre les Hawks. Donc ça veut dire beaucoup sur ces Hawks et sur ce repli défensif aussi que les Hawks ont du mal à gérer. Très simplement. Tom, en même temps, ils peuvent pas se passer de Trae Young non plus, tu vois. Ah ben totalement. Enfin, c'est l'architecte de la 2e meilleure attaque de la ligue. Et je sais qu'on avait un petit segment par rapport à ça, Tom, sur les limites de l'héliocentrisme Trae Young. Est-ce qu'on atteint parfois ou peut-être dans la structure de l'équipe, est-ce qu'on atteint des limites de Trae Young qui, je regardais encore cette stat que j'adore, il a le ballon encore presque 9 minutes par match dans les mains. Ouais, c'est énorme. Lui, Harden et Doncic, c'est irréel. Et pourtant, tu vois, Trae Young, je trouve que cette année, il lâche beaucoup plus la balle. C'est-à-dire qu'il va passer la ligne médiane, il aura quelques possessions où il sera off. Mais après, le truc, c'est que l'attaque des Hawks, elle est vraiment fondée sur du pick and roll entre, par exemple, Capella et Trae Young, ou du pick and roll entre Trae Young, et John Collins. Normalement, ils ont pas mal de plays où, par exemple, où t'as John Collins qui, maintenant qu'il est une menace entre guillemets sur les coins et dans les coins, à 3 points, qui arrive à trouver des cuts ligne de fond. Et qui postérise pas mal de gars parce que quand il arrive lancé depuis la ligne à 3 points sur les close-out trop agressifs, il arrive à bien punir et à bien finir au cercle. Et t'as aussi le fait que Trae Young, c'est l'un des joueurs un peu à la Mike Conley
où quand il arrive et pénètre dans la zone intermédiaire après le pick and roll, quand il snake entre guillemets le pick and roll un peu à la Chris Paul, tu sais pas quand il envoie le lob ou quand il lance un flotteur. Et du coup, ça c'est quelque chose qui est très très difficile à lire pour les défenses. Et du coup, ça fait que Trae Young, en fait, quand il joue dans ce système-là avec tous les joueurs qui sont autour de lui, il est magnifié et l'équipe, elle est hyper bonne. Malheureusement, quand Trae Young sort du terrain ou tous les line-up où il est pas là, en fait, toute cette création-là, elle n'existe plus. Et malheureusement, c'est avec entre guillemets, la même typologie de joueurs que l'équipe se construit, sauf qu'il y a Trae Young en moins. Et du coup, on se retrouve avec des line-up hybrides des line-up hybrides par exemple en seconde unité avec Dylan Wright, avec par exemple Huerter, avec Cam Reddish, Okongwu, tout ça. Et malheureusement, en fait, il y a aucune continuité dans le jeu puisqu'il y a pas de playmaker pour les autres en fait dans ces line-up là. C'est limite comment dire, c'est une association de joueurs qui peuvent mettre des points, mais je suis pas persuadé que ces joueurs-là peuvent vraiment jouer ensemble et peuvent être positifs offensivement ensemble. Tu vois, pour moi, les limites de l'héliocentrisme triangle qui sont pas incombées à triangle, c'est peut-être la philosophie de construction d'équipe. Si je compare avec certains autres héliocentrismes, je vais prendre peut-être ce qui se passait du côté d'Oklahoma City ou d'Houston. Pour moi, il y a une différence majeure, c'est que les joueurs qui entouraient le joueur héliocentré savait jouer autrement. C'est-à-dire que Chris Paul, les Eric Gordon, les PJ Tucker, etc. avaient appris à jouer autrement, quelle que soit la version qu'on prenne du Thunder, qu'on prenne Oladipo, etc. Ils avaient déjà joué autrement. Les Reddish, les Hunter, les Huerter, ils jouent comme ça depuis qu'ils arrivent en NBA, en fait. Et c'est pour ça que parfois, on va rebondir sur le cas précis d'un Cam Reddish. T'as l'impression que quand Trae Young est pas sur le terrain, Cam Reddish, je le vois un petit peu moins parce qu'il est sur le banc, mais t'as l'impression que les mecs qui sont en freestyle quand Trae Young est plus sur le terrain, parce que le métronome n'est plus là. Et c'est vrai que cette équipe-là, je vois beaucoup cette volonté d'avoir un deuxième porteur de balle. Je pense que ça pourrait marcher, mais le problème c'est que Trae Young va faire des trucs qu'un deuxième porteur de balle sur le banc ne pourrait jamais faire. Enfin, les angles de passe qu'il trouve sur le pick and roll, ce qu'il peut faire sur le tir, de prendre des tirs très très loin, qui inquiète les défenses. Ça, le remplaçant ne pourra jamais le faire. Donc, c'est peut-être un des travers d'élever, de faire éclore des joueurs dans l'héliocentrisme, c'est qu'en fait, ils savent faire que ce qu'on leur a demandé de faire dans un héliocentrisme. DeAndre Ayton et Cam Reddish ne savaient être que des 3&D quand ils jouent avec Trae Young. Quoique, même si Cam Reddish, ouais, on va y revenir. Cam Reddish, il freestyle beaucoup. Il kiffe le freestyle. mais c'est peut-être ça le souci. Mais en soi, quand cette équipe, elle est avec Trae Young, c'est une top 10 attaque et je vois large. Le problème reste défensif, en fait. Moi, ils me font beaucoup penser on fait beaucoup de comparaisons, Tom, à cette équipe de Portland d'il y a quelques années, hein, où, on est top 5 attaque. Le jour où on passe le top 20 en défense, on est inarrêtable. Mais le problème, c'est que, on l'a déjà dit, avec des arrières défensivement qui te posent des problématiques, c'est très difficile d'entrer dans le top 15 défense. Donc après, va falloir voir comment ils vont pouvoir soit modifier l'effectif, puisque t'as l'impression qu'il y a entre guillemets trop de monde pour que tout le monde puisse éclore. Il va falloir commencer à payer aussi du monde. On a la Trae Young qui est déjà payé, t'as Huerter qui est payé, t'as Gallinari et Bogdanovic qui ont été payés l'an dernier, t'as Collins qui a été payé cet été, Capella qui a été aussi prolongé cet été. Et là, tu vas arriver sur une décision où faudra faire un choix peut-être entre Hunter et Reddish et voir du coup lequel tu gardes, ou est-ce que si tu paies les deux, comment ces joueurs-là peuvent entre guillemets continuer à se bonifier dans ton système. On va ouvrir le dossier Cam Reddish parce que Tom, quand on a décidé de ce sujet, tu m'as dit il faut qu'on parle de Cam Reddish. Donc Tom, on parle de Cam Reddish maintenant. Cam Reddish, c'est une expérience pour moi. Je vais un peu on aime bien parler dans ces termes-là maintenant, l'expérience. C'est une expérience, Cam Reddish. Qu'est-ce que t'en penses de lui? Parce que moi, le portrait va peut-être pas être, pour moi, c'est de la projection à l'heure actuelle. Moi, je trouve que c'est un joueur synergie. C'est-à-dire que, en gros, Cam Reddish, si tu regardes que ses highlights balle en main,
tu vas dire, ah ouais, il y a, s'il devient plus régulier, il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'est un joueur qui a une sélection de tirs, de stars. Enfin, faut pas se leurrer, il a des shoots, il prend des shoots hyper compliqués. Ouais. Il arrive à se créer des shoots hyper compliqués. Il y a rien de facile. Tu vois des flashs, en fait, dans sa façon de pouvoir créer de la séparation, sa façon de pouvoir se rapprocher du cercle, utiliser sa physicalité pour finir, entre guillemets, au cercle. Et surtout que c'est un joueur qui, voilà, c'est un bon, entre guillemets, ball handler qui peut attaquer, qui est à l'aile, qui est grand, qui a des capacités de shoot. Donc, en fait, tu te dis que, globalement, si tout clique, c'est un gars qui pourrait, entre guillemets, être potentiel All-Star. Quand tu regardes son jeu. Mais, quand tu l'observes, en fait, sur le terrain, quand tu le vois dans le flow du match, il est souvent hors tempo. En fait, moi, ce qui me choque avec Cam Reddish quand je le regarde jouer, c'est-à-dire qu'avant de prendre la balle, il sait ce qu'il veut faire. Et du coup, il fait exactement ce que lui, il a décidé qu'il allait faire, peu importe ce que la défense décide de faire. C'est-à-dire qu'il va pas du tout s'adapter à la défense. Il va prendre le shoot qu'il a décidé de prendre, peu importe comment la défense va réagir. Et ça, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. Je t'ai dit, Tom, le début, ça l'a dit il y a quelques jours, le match contre, c'est match contre Kings. Sacramento. Contre les Kings, le premier carton, il prend des tirs. En vrai, je veux même pas que Kevin Durant prenne ses tirs. Là, c'est n'importe quoi. Il prend Harrison Barnes sur espèce de duel. Et il a le syndrome Tyreke Evans. J'avais parlé de ça il y a quelques années quand j'avais fait un profil sur lui, feu profil. Il prend des step back qui n'ont pas eu lieu d'être. C'est-à-dire, des fois, il prend des step back. T'as l'impression que c'est pour la note artistique. Parce que ils n'ont vraiment pas lieu d'être. Mais tu as raison, Tom. Il y a des séquences par-ci, par-là où je te dis c'est incroyable, ou sur du catch and shoot, c'est un très bon joueur de catch and shoot. Déjà, il est à 40%. Il est très solide sur ça, mais sur le reste, c'est, comment dire? Quand je vois que du côté des Hawks, c'est le joueur qu'on veut mettre au centre d'un package pour peut-être faire un mouvement, hein, vu les propos de Travis Schlenk que j'ai un petit peu donné au début de la séquence, c'est faible. Une équipe peut se convaincre qu'elle peut faire quelque chose de Cam Reddish, mais pour moi c'est juste des flashs par-ci par-là. Quoi d'autre? Il y a aussi ce truc très marrant qu'il a tendance à faire des cartons dans les défaites des Hawks. C'est-à-dire qu'il marque beaucoup de points dans les défaites des Hawks. Il fait un carton contre le Magic, il en met 34 de mémoire. Il doit en mettre 7 ou 8 dans les 5 dernières minutes où ils perdent à domicile contre le Magic. Tu peux avoir 10 cas de Covid, tu dois pas perdre à domicile contre le Magic. Donc, ouais, c'est, à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a pas de débat entre les deux. Sur le terrain, je garde DeAndre Hunter, mais DeAndre Hunter est trop souvent blessé à l'heure actuelle. Il est blessé, ouais. Et puis après t'as aussi le côté ce que Cam Reddish représente, puisque Cam Reddish, ce qu'il représente, c'est le reste du transfert entre guillemets entre Luka Doncic et Trae Young. Du coup, c'est la pièce qui est censée entre guillemets faire basculer l'échange, ou du moins la valeur en fait de l'échange, plutôt du côté des Hawks, parce qu'ils ont choisi le nombre plutôt que entre guillemets la superstar entre guillemets générationnelle. Donc je pense qu'il y a aussi cette attache émotionnelle aussi du côté des fans des Hawks qui je pense peuvent avoir un peu de frustration de pas vouloir voir Cam Reddish un peu plus sur le terrain. Mais pour moi, si t'es un coach, Cam Reddish, je te fais péter un plomb. Ouais, non mais c'est vrai, non mais par exemple, tu vois, il y a dans le match encore une fois contre les Lakers, t'as des bons passages par exemple de Cam Reddish au début, et après au niveau au moment du troisième quart-temps, j'ai pété un câble quand j'ai vu ça, c'est il prend le rebond, il remonte tranquille, il annonce un petit système, machin, tout ça. Il fait un petit zigzag au niveau de la tête de raquette, 17 secondes sur l'horloge, il prend un tir à mi-distance. Il y a rien. Non, mais à mi-distance, ces statistiques sont cataclysmiques parce que il se complique la vie sur le mi-distance. Ça rejoint beaucoup cette idée il a décidé ce qu'il allait faire avant. Et pour moi, ça crie un joueur qui, en fait, il a pas de structure. Parce que Cam Reddish, alors ça arrive pas souvent, mais quand il joue avec Trae Young, c'est un 3&D et c'est un mec dangereux en fait. C'est incroyable quand même. C'est incroyable comment l'environnement change un joueur. C'est-à-dire, il joue avec Trae Young, je comprends l'idée tout de suite et je me dis sur des petites séquences, tu vois, où il force moins le jeu, il y a des trucs. Mais c'est quand tu lui donnes il a un usage pas possible. Quand tu lui donnes pas les clés du camion, mais en tout cas plus de responsabilité sur une second unit où il y a moins de structure, ça va pas. Enfin, franchement, ça va pas. Enfin, Après, peut-être que lui, offensivement, il respecte, entre guillemets, que Trae Young dans la hiérarchie. C'est-à-dire que pour lui,
Le seul joueur offensif qui est meilleur que lui, c'est peut-être Trae Young. Et du coup, quand Trae Young il n'est pas là, il comprend pas pourquoi il va laisser la balle à des joueurs qui ont peut-être moins de talent que lui. À Skylar Mays, ouais, c'est vrai. Oui, Skylar Mays ou même tu vois Sharif Cooper, c'est un joueur qui aurait pu faire dans le style tu vois un peu meneur, c'est un peu un joueur qui pourrait faire du bien parce que Dylan White c'est pas vraiment un meneur, enfin c'est un mais c'est pas vraiment un meneur. Lou Will, il est pas à Atlanta pour jouer chez les Hawks, voilà. C'est difficile. Après, Louis, il faut le respecter aussi. C'est un joueur qui est là depuis très longtemps dans la NBA, donc c'est normal qu'il soit un petit peu sur la fin. Mais c'est vrai. Peut-être qu'un joueur, peut-être du style de Trae Young en second unit, peut-être que ça leur ferait un peu de mieux pour que ce soit pas plus du à toi à moi, quoi, en gros, en second unit. C'est ça. Et Tom, alors on a fait une grosse page. Vous avez vu, hein, ça sera pas un tir, parce que les Hawks. J'avais bossé mon sujet Hawks. Moi, j'ai envie de te poser une question plus globale. Elle est à quelle étape cette équipe? Parce qu'on parle souvent des étapes dans une reconstruction, dans la vie d'une équipe. Ah, on est à l'étape de la reconstruction. Ah, on a appuyé sur le bouton et on devient un contender. J'ai parfois l'impression que cette finale de conf, c'est un cadeau empoisonné pour eux. C'est-à-dire que ils auraient joué les playoffs et face à eux, seraient tombés sur une équipe qui était capable d'attaquer la ligne adverse arrière, ce qui, tu peux te dire, devrait arriver sur 2 tours de playoff, ça n'est pas arrivé. Ils auraient jamais fait une finale de conf. Là, ils font une finale de conf. Ils sont arrivés très confiants sur la pré-saison, avec des ambitions. Ça, c'est pas un problème, hein. Mais globalement, ils auraient perdu au premier tour. On serait beaucoup moins inquiets, alors que là, déjà, Travis Schlenk, on sent qu'il veut faire des moves. Donc, ils en sont où, en fait, à ce moment, les Hawks? Ben, moi, je pense qu'ils sont dans la phase intermédiaire, c'est-à-dire que ils sont dans la phase où ils vont essayer de chercher à améliorer leur plafond parce qu'ils pensent que leur plancher est assez haut et qu'ils sont, entre guillemets, vu que là, ils ont plus de possibilité d'avoir du cap space, vu les différents contrats qu'ils ont signés et le contrat de Trae Young qui va commencer à rentrer dans le salary cap. Donc là, ils peuvent plus se permettre de faire, entre guillemets, des moves financiers à court terme. Là, il faut qu'ils cherchent des valeurs basket pour améliorer leur équipe. Mais la problématique avec ça, c'est que en termes de profil disponibles sur le marché et par rapport aux entre guillemets aux assets qu'ils ont, si par exemple tu veux vendre peut-être Cam Reddish avec peut-être le contrat de Gallinari, sachant qu'il est partiellement garanti pour 5 millions la saison prochaine, donc une équipe pourrait l'ingérer cette saison et pourrait le couper en ayant juste 5 millions de dead money l'an prochain dans son cap. Tu vas proposer ça à plusieurs équipes pour essayer de trouver un joueur qui peut rentrer dans ta rotation de playoff. Quel joueur de playoff tu vas trouver pour ce type de package? Après ce qu'on a dit sur Cam Reddish, pas beaucoup. Quel joueur de playoff tu vas trouver pour ce type de package? Il y a ça. Et puis t'as aussi l'autre problématique avec ces Hawks-là, c'est que on sait pas vraiment. Moi, je sais pas encore c'est quoi cette équipe-là. Mais moi, j'ai aucune idée. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. En fait, c'est une équipe qui me rappelle Kelly Oubre. Tu sais pas. Non, mais c'est vrai, tu sais pas. C'est-à-dire qu'un soir, elle va être exceptionnelle. Il y a du style, machin, c'est beau, machin. Et t'as un soir où tu comprends pas. Tu sais, moi, ils me font penser ça me fait mal de faire cette comparaison-là. On fait beaucoup de comparaisons. Il faut penser à une jeune équipe des Wizards. J'ai très très peur qu'une fois que ça sente le sang, ils se rapprochent. Et parce que ça, les problèmes de transition dont j'ai parlé, etc., ils peuvent sur une courte séquence, ils peuvent être très très bons, se bouger les fesses, hein, on va être concret, et puis être la 28e défense NBA. Ils seront jamais top 10, mais ils peuvent être 20, aux alentours de la 20e. Là, on commence à parler. Parce que s'ils gardent ce niveau offensif, là, ils redeviennent très dangereux et ils retournent vers le play-in, voire plus. Pour moi, c'est une équipe, je te le dis, Tom, c'est une équipe qui, je trouve, d'une suffisance abominable compte tenu de ce qu'ils ont fait. Ils sont suffisants au possible. Ils arrivent dans des matchs, c'est Travis Schlenk qui le disait, ils prennent 130 points, mais t'as l'impression qu'ils vont se dire, t'inquiète, on en prend 130, on en remet 140. C'est ça, le match de Portland, là, c'est scandaleux. Ce qui s'est passé à Portland, c'est inadmissible de perdre ce match-là. Ouais. Trae Young fait un match historique. Je m'en fiche qu'il y ait des mecs absents autour. Tu n'as pas le droit, dans l'attitude, de produire ce qu'ils ont fait. Ils sont suffisants au possible, mais ça, pour moi, c'est une équipe de surdoués. Donc, ils vont s'en sortir sur un traquenard, sur un play-in, et ils peuvent aller en play-off. Mais, ouais. Moi, je t'avoue que dans l'étape dans laquelle ils sont, j'ai pas trop de réponses. Je pense, et on va finir là-dessus, je pense peut-être qu'ils se voient
plus haut qu'ils ne sont vraiment actuellement. Je pense. Parce que c'est vrai que quand tu regardes le classement, ils sont quoi? Ils sont 12e à l'Est? Ils sont 12e, ils sont derrière les Knicks, hein. Ils sont pas au play-in à l'heure actuelle, hein. Ils sont même 2 places en dessous. Ouais. Bon, c'est très serré, hein, mais tu vois, t'imagines comment dire, l'état de choc si ils vont y aller, hein. Mais t'imagines à l'heure actuelle quand même pour une équipe qui a eu toutes ces blessures, etc. Mais c'est un peu le lot de tout le monde cette année aussi, donc il faut faire avec. En parlant d'une équipe, Tom, dans l'entre-deux, qui choisit pas trop, on va partir du côté de Boston. 19 victoires, 21 défaites. Eux, ils y sont tout juste au play-in à l'heure actuelle. Ils sont 10e, ouais. Tom, est-ce qu'on doit crier défaite? C'est-à-dire, est-ce que c'est la limite de l'association des deux ailiers? Quand on a fait la trame, ça m'a beaucoup fait penser à... on vous demande souvent vos impressions sur l'émission à travers un questionnaire. Et je me rappelle d'une réponse un jour, émission parfaite, mais arrêtez de fantasmer sur les ailiers qui savent tout faire. Et du coup, est-ce que là, on est en train de perdre notre combat idéologique, Tom, avec une association des deux ailiers? Du coup, par rapport à la limite de l'association des deux ailiers, moi, je trouve pas que l'association des deux ailiers soit tant une limite que ça, puisque on voit que c'est un modèle qui se reproduit. On voit que c'est ce que Toronto essaye de faire avec, par exemple, Scottie Barnes, Pascal Siakam et du coup Gianluigi. Donc mais eux, ils ont un côté plus de playmaking. La limite en fait avec Jason Tatum et Jaylen Brown, c'est plus au niveau des faiblesses offensives. C'est-à-dire que même s'ils ont des jeux offensifs et des forces offensives qui sont différentes, ils ont la même limite et la même faiblesse offensive qui est le playmaking. Et c'est pour ça en fait que c'est assez problématique. Le playmaking pour les autres. Bon, alors Tatum est un peu quand même, il est meilleur que Brown là-dessus, mais je trouve que quand ils sont en charge de l'attaque, il y a beaucoup de dribbles, c'est vraiment très stagnant. Et en fait, un truc qui m'a marqué par exemple, quand ces deux joueurs-là sont sur le terrain et que les Celtics sont devant, ils jouent plus pour ne pas perdre qu'ils jouent pour gagner. C'est-à-dire qu'ils veulent contrôler toutes les possessions, un peu à la manière de Chris Paul, sauf qu'ils savent pas faire ça. Et du coup, on se retrouve avec des Celtics qui ont pas mal de fins de match désastreuses, tout simplement parce que le jeu offensif de l'équipe devient hyper stagnant, beaucoup de dribbles, très peu entre guillemets de décalage swing et beaucoup plus de 1 contre 1, d'isolation et d'action individuelle. J'avais parlé dans mon DH20 de la sensation de contrôle que j'avais vis-à-vis de Jason Tatum, qui est réelle, mais le truc c'est que tu peux pas être en contrôle. Tu l'as dit, Tom, à partir du 6 minutes restant dans le 3e quart-temps. C'est pas possible. C'est un truc que tu peux mettre en place qui reste 2 minutes, mais tu peux pas faire ça pendant un quart-temps et demi. Et ça explique pourquoi cette année, Boston a des difficultés monstres à garder ses avantages. Ils perdent régulièrement quand régulièrement quand ils ont un avantage. Et c'est vrai que c'est là où la gestion de l'attaque et du rythme en attaque semble difficile. Alors moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut couper court à il faut peut-être échanger un des deux, etc. Pour moi, c'est une erreur. Moi aussi. T'as 2 top 25, 30 NBA qui ont pas encore 26 ans. Tu les gardes, tu les as sous contrôle de contrat. À une position où il y a personne. Une position où tu sais que dans 2-3 ans, ils contrôlent leur inté, c'est pas possible. Tu ne peux pas t'en séparer. Par contre, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je vais faire un parallèle avec les Clippers. C'est un peu le même problème que les Clippers. C'est-à-dire que à d'autres niveaux, quand tes 2 meilleurs joueurs offensifs ne sont pas tes 2 meilleurs playmakers offensifs pour les autres, ça pose un problème parce que c'est un 3e joueur qui doit avoir la balle dans les mains. En fait, si je m'explique comme ça. C'est-à-dire que quand on regarde les Celtics et ses stats de possession de balle, quand on regarde les ballons touchés, Jaylen Brown, c'est le 4e joueur de la liste. C'est-à-dire que Jason Tatum est premier, tout juste devant Dennis Schroeder, Marcus Smart, puis Jaylen Brown. Et en termes de temps de possession, c'est Dennis Schroeder qui est largement premier. Parce que oui, il doit initier l'attaque et tout. Et ça, concrètement sur le terrain pour Boston, ça pose des problèmes parce que Schroeder et Smart, les défenses les respectent pas. Hein. C'est-à-dire regarder des matchs, ils close out pas, ils ne les respectent pas, ils savent que les dangers, c'est le danger numéro 1, c'est Jason Tatum, et l'autre gros danger, c'est Jaylen Brown. Donc, quand ils jouent sur le terrain, tous les deux, en fait, il n'y a pas la domination qui devrait arriver quand tu as 2 top 25-30 NBA sur le terrain. Ils devraient pas être juste bons quand Tatum et Brown sont sur le terrain. Ils devraient être dominants. Toutes les équipes qui ont 2 joueurs de ce calibre-là, elles jouent l'avantage du terrain.
toutes. Tu peux pas être juste bon. Il devrait être beaucoup plus dominant. Et là, je pense que c'est une question de personnel, Tom. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça a l'air d'être le cas. Je pense qu'il y a une question de personnel, il y a une question de coaching. Par exemple, tu vois, les line-up où tu as, par exemple, Marcus Smart et Schroeder avec ces deux-là, pour moi, ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens. Après, je peux comprendre la volonté du Udoka, c'est-à-dire que à certains moments, même si Dennis Schroeder, c'est un joueur qui est très décrié par la fanbase des Celtics, t'as l'impression que c'est le seul joueur qui est pas capable de blow by un joueur depuis le périmètre et d'aller finir au cercle de temps en temps sans avoir à faire trop de dribbles. Et ça, c'est quelque chose que Marcus Smart n'offre pas. Marcus Smart, il va offrir peut-être un petit peu de playmaking, de la création et un peu de gravité au cercle, balle en main pour ouvrir des brèches. Mais le côté zip au panier, c'est-à-dire sur deux appuis, traverser son défenseur et aller proposer entre guillemets une menace au cercle pour faire sortir le joueur qui défend le cercle et faire par exemple une dump pass à par exemple Robert Williams ou même Al Horford. Ça, c'est le seul qui est obligé de proposer ça. Et en fait, les Celtics sont vraiment dans cet entre-deux où en fait, t'as l'impression que Udoka, c'est un coach à l'ancienne. En gros, c'est un coach à l'ancienne. Et lui, il coach pas forcément pour gagner, mais il coach pour essayer de ne pas perdre. Et du coup, il va faire confiance à ses vétérans plutôt qu'à ses jeunes. Et on le voit, hein. Des Richardson qui ont énormément de temps de jeu, des Schroeder qui a énormément de temps de jeu. Alors que quand tu regardes bien, des joueurs comme, par exemple, Romeo Langford, qui est solide défensivement, t'as Grant Williams qui est solide défensivement et qui shoot aussi un petit peu à 3 points depuis cette saison. T'as Nesmith qui est théoriquement un bon shooter mais qui semble pas trouver la meilleure cette saison, et même Pritchard. Donc tous ces gars-là qui ont été ramenés du coup via des tours de draft de Boston pour entre guillemets essayer d'accompagner les Jays, ben ils ont pas de minutes forcément avec ces gars-là. Et malheureusement les joueurs qui ont les minutes avec ces joueurs-là, ben ça va être tous les paris qui ont été tentés par Brad Stevens, c'est-à-dire récupérer Horford dans un mouvement financier, récupérer Dennis Schroeder parce que c'était une bonne affaire financière, et récupérer Richardson parce que c'était dans la trade exception d'Evan Fournier en fait. C'est l'empire des bons coups. Mais c'est vrai. Voilà. Udoka, je te rejoins sur ce côté un peu vieux coach aussi dans la communication. La communication. Ouais, oui. C'est incroyable. Le nombre de fois il les a mis sous le bus en 4 mois. Là encore, je lisais dans le match où Fournier prend feu, met 41 points au Garden. Il dit, ils n'ont pas écouté, ils devaient passer au-dessus, ils sont passés en dessous des écrans. Enfin, tu vois, c'est intéressant parce que souvent on dit avec les jeunes coachs, il y a cette faculté à plus être proche des joueurs, etc. Pas Udoka. Udoka, il met les mecs sous le bus. C'est pour ça qu'il y a peut-être déjà sa place commence à être remise en question. Je pense qu'à ce niveau-là, du côté d'une franchise comme Boston, il n'y a aucun problème. Enfin, il va rester. Ce qui pose plus question, c'est de se dire, les effectifs sont différents, mais ce problème demeure. C'est-à-dire que Stevens s'est cassé les dents là-dessus, Udoka se casse les dents là-dessus. Et pour moi, la solution, elle est assez simple. Tu l'as dit, il faut mettre en place des associations où il faut des bons porteurs, il faut un bon porteur de balle idéalement à côté de lui. Parce que tu parlais de ces associations d'ailiers, celle qui a peut-être le plus marché, je crois qu'on en discutait dans un off il y a quelques semaines, c'est Siakam Kawhi, si on peut rapprocher ça comme ça, il y a Kaliori. Il y a quand même Et il y a Marc Gasol. Et il y a Marc Gasol qui est sur le playmaking. Il faut des playmakers autour d'eux. Et des mecs comme ça, ouais. Il faut des playmakers et je pense que là, ils en manquent. L'idée d'un Al Horford, elle est bonne si c'était Al Horford il y a quelques années. Ça l'est moins. Tu vois, l'idée d'un meneur scoreur, c'était pas forcément ça l'idée Kemba, mais elle avait du sens. Mais il faut quelqu'un pour faire tourner un petit peu tout ça parce que moi, je pense pas qu'à court ni à moyen terme, Tatum et Brown peuvent devenir des facilitateurs pour autres. Parce que ça, on le dit toujours, c'est la faculté la plus difficile à appréhender. Et c'est le truc le plus difficile à apprendre. Je pense qu'ils seront jamais des point forward, jamais. Juste simplement pour rebondir sur ton propos, malheureusement en fait c'est une équipe où les meilleurs playmakers sont à l'intérieur et tu vois t'as pas mal d'associations du coup des two big line-up avec du coup Robert Williams et Al Horford
parce que c'est eux qui peuvent emmener un petit peu ce playmaking, et le playmaking n'est pas à l'extérieur. Et le problème en fait avec cette association là, c'est que tu te retrouves à faire des too big line-up, ce qui a été reproché à Brad Stevens l'an dernier quand il faisait débuter par exemple Daniel Theis aux côtés de Tristan Thompson. Et aussi la problématique, c'est que tu te prives de shoot, puisque Robert Williams c'est pas une menace entre guillemets en termes de spacing. Et Al Horford n'est plus le Al Horford d'il y a quelques années. Et autant il peut encore mettre dedans, mais les défenses vont pas forcer. Les défenses vont laisser Al Horford shooter. De Time Donc Lord. ça aussi, voilà, c'est ça. Donc du coup, t'as aussi cette problématique-là. C'est peut-être des choses qui va devoir être changées. Mais après, c'est vrai que c'est intéressant du côté du Udoka, c'est qu'on est totalement à l'opposé de la psychologie qu'avait Brad Stevens. Brad Stevens qui posait beaucoup de choses sur lui. Oui, j'aurais dû coacher mieux, tout ça. Lui, comme tu l'as dit, hein, lui, ils auraient dû m'écouter. Ils font pas de bons choix. On n'est pas bon. C'est vraiment le mec. Ils sont totalement aux antipodes l'un de l'autre. Je crois, c'est Chris Vernon qui disait ça dans le podcast Mismatch avec Kevin O'Connor de The Ringer. Est-ce que, quand il comparait la communication, est-ce que c'est pas l'idée aussi que Stevens se savait totalement intouchable? C'est-à-dire que Stevens, il avait le job, à part s'il faisait 3 saisons catastrophiques, il avait le job. Là où Udoka a peut-être cette sécurité parce que ce sont les Celtics, et les Celtics, ça reste une franchise cadrée qui va pas éjecter le coach au bout de 45 matchs, mais qui de l'autre a moins ce cachet et cette étiquette du petit génie du coaching qu'avait Stevens, qui lui permettait peut-être que Udoka a un peu moins de sécurité au niveau du job, mais c'est vrai que la communication est totalement différente. Et je sais, Tom, que tu voulais aussi avancer l'idée de on fait quoi en fait. On a 2 questions qui sont liées. On a beaucoup critiqué Boston pour cette théorie de l'entre-deux, c'est-à-dire un peu on joue le titre sans le jouer, on joue les premiers rôles en playoff sans les jouer, c'est-à-dire sans bazarder une partie de notre avenir. Là, ça va faire 1 saison et demie, malgré les absences, un peu comme Atlanta, hein, il y a des absences un peu comme tout le monde. On voit bien qu'il faut choisir une des 2 voies, et donc, conséquence à court terme, est-ce que c'est une équipe qui va être acheteuse ou vendeuse dans les quelques semaines qui arrivent? Ben, je pense que c'est une équipe qui peut être les deux, et ça va dépendre de comment se passe entre guillemets leur mois de janvier. On est à peu près à les 4 semaines actuellement de la trade deadline. Alors, faut savoir que Boston, quand tu parles de la théorie de l'entre-deux, c'est une équipe qui a commencé entre guillemets son processus où ils étaient dans l'entre-deux, avec par exemple 2 voire 3 contrats max autour de Tatum et Brown, et aujourd'hui t'as Tatum et Brown sur des gros contrats, et très peu de joueurs qui ont, ou du moins qui peuvent potentiellement avoir le niveau de Tatum et Brown à l'époque. Et du coup, d'un point de vue achat, ce qui va être intéressant du côté des Celtics, soit ils peuvent choisir entre guillemets de jouer le côté financier, c'est-à-dire qu'ils ont une équipe moyenne et qui sont actuellement dans la taxe, donc ils vont vendre des joueurs de l'effectif pour passer sous la luxury tax, notamment par exemple Dennis Schroeder, qu'ils ont très peu de chances de pouvoir re-signer. Donc envoyer Dennis Schroeder peut-être je sais pas moi à Dallas par exemple pour une trade d'exception qu'ils ont récupéré, et du coup passer en dessous de la luxury tax. Mais ils peuvent aussi acheter, puisque il faut pas oublier que les Celtics, même s'ils sont au-dessus de la luxury tax, ils sont pas outcapés à la point de taxe, donc ils peuvent dépenser le montant qu'ils veulent, et qu'ils ont du coup une trade exception de 5 millions pour Kemba, une trade exception de 10 millions pour Tristan Thompson, et une trade exception de 17 millions à peu près pour Evan Fournier. Donc du coup, ils peuvent acquérir des joueurs sans avoir à matcher les salaires très facilement. Le royaume de la trade exception. Et on verra avec ces Celtics, mais moi, je maintiens que c'est un petit peu décevant d'arriver à je fonctionne peut-être de manière trop systématique tant de joueurs parmi les meilleurs, tu dois être bon, mais t'as Tatum et Brown. Tu dois pas être, t'as 2 All-Stars à l'Est et des borderline au NBA s'ils font une bonne saison, donc c'est un petit peu décevant, mais on verra, c'est une question de, peut-être oui qu'il faut partir sur un nouveau cycle à moyen terme, mais Jason Tatum avait une sortie super intéressante sur le fait de pas apprécier une finale de conf quand tu es rookie. Où il a dit en gros, moi j'arrive, je fais une finale de conf, je peux pas apprécier parce que pour toi c'est normal vu que c'est la première année que tu le fais, je sais pas, c'est un peu c'est normal, et du coup ne pas y goûter et voir à quel point c'est difficile d'y aller,
c'est peut-être ça qui va être difficile. Je sais pas s'il a déjà le recul pour se dire qu'il faut comprendre que c'est un cheminement, c'est un processus. Peut-être qu'ils auront le temps de reconstruire à moyen terme. Mais clairement, il faut ce qu'on avait expliqué dans le podcast reconstruction, un retool. Il faut qu'ils changent des pièces autour. Mais ils ont la même problématique que les Hawks, c'est-à-dire que pour trouver un joueur d'un bon niveau à insérer dans ton 5 majeur, qui vend ce type de joueur-là? Parce que quand tu vois, par exemple, sur le marché aujourd'hui, les noms qui reviennent le plus, ça va être Jeremy Grant ou peut-être Eric Gordon. Mais ces joueurs-là, tu les mets où, en fait, dans le projet Celtics? Si, par exemple, tu arrives à acquérir l'un de ces joueurs-là, ça règle pas tes problèmes. Ça ne règle pas tes problèmes. Mais on va faire la transition comme vers Dallas. Dallas dont on avait parlé. Dallas qui est l'équipe la mieux classée, dont on va parler. Ils sont en play-off. Sans être au play-in, ils sont 5e à l'Ouest, 21 victoires, 18 défaites. Pour moi, les 3 équipes qu'on a, elles ont la même problématique. Elles sont à un moment où tu te dis, on a notre joueur qui a éclos, qui peut devenir encore meilleur, mais maintenant on va dire qu'on a 75% de ce qui sera déjà, c'est-à-dire c'est un top 20 NBA, notre meilleur joueur. Maintenant on est assuré, on l'a bloqué sur les prochaines années. La question, c'est on s'améliore comment à moyen terme? Parce que visiblement, à court terme, on n'est pas des candidats au titre, mais il faut y devenir à moyen terme. Et parmi toutes ces équipes-là, Tom, j'ai l'impression que Dallas, c'est celle qui a le moins de marge de manœuvre. Ils ont le moins de marge de manœuvre parce que c'est l'une des équipes qui en avait le plus à un certain moment et le plan de Giannis a foiré. Donc ça, faut pas oublier. Ne remue pas le couteau dans la plaie. Donc c'est une équipe qui a fait le choix de faire de la rétention. Parce que au moment où ils voulaient faire de l'acquisition, les joueurs qu'ils voulaient ne voulaient pas forcément venir à Dallas. On l'a vu avec Kyle Lowry, par exemple, qui a choisi une autre destination. On l'a vu aussi avec Giannis qui a prolongé. Et eux, ils se sont retrouvés à faire de la rétention de role-players. Donc, re-signer Tim Hardaway, re-signer Dwight Powell, re-signer ces joueurs-là. Et au final, ils se retrouvent avec du coup le même noyau avec uniquement l'acquisition, par exemple, de Reggie Bullock, qui a fait un début de saison assez moyen, mais du coup qui là semble un peu revenir depuis qu'il est revenu du Covid, semble un peu revenir sur ses standards à New York, quoi. Donc c'est dommage, c'est une équipe qui n'a pas pu, on va dire, construire assez de valeur pour avoir des valeurs d'échange entre guillemets dans son effectif pour pouvoir peut-être potentiellement aller faire un gros coup et chercher ce joueur de complément. Alors, on voit cette saison que, par exemple, ce joueur de complément-là, ça peut être peut-être Brunson qui a montré pas mal de bonnes choses offensivement avec et sans Luka Doncic. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est ça, il y a cette question on fait de la rétention de role-player, Tom, et puis on a aussi tenté le pari Porzingis, c'est-à-dire faut pas oublier que eux, saison rookie de Luka Doncic, ils font l'acquisition de ce qui est un All-Star. Et ce qui a pas été fait, ce qui est bien, c'est que les 3, si on remonte un peu dans le passé, les 3 situations sont pas du tout. Les Celtics sont une anomalie totale. Enfin, ça n'existe pas. Les Celtics récupéraient des hauts choix de draft en étant en finale de conf. Les Hawks sont un parcours un peu plus classique et les Mavs appuient très vite sur l'accélérateur. Et là où ça peut-être, ça leur, comment dire, c'est un petit peu l'effet boomerang. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas le processus classique d'avoir plusieurs hauts choix de draft, ils l'ont pas eu. C'est-à-dire qu'on voulait parler tous les deux des conséquences des drafts des Mavs. Pour moi, avant de parler des conséquences, faut faire un état de fait. C'est qu'ils ont pas de haut choix de draft. C'est-à-dire que depuis, en gros, fin de période Dirk, ils ont le 9 Dennis Smith. Ton ami Dennis Smith. Mon pote. Ils ont 9 Dennis Smith, ils prennent Luka l'année d'après, ils n'ont plus de choix de draft haut. Et là, sachant que c'est la dernière saison régulière de NFL, j'aimerais bien faire un petit parallèle. J'appelle ça, il y a souvent cette théorie qui traîne en NFL, c'est l'idée d'un paradoxe Andrew Luck. Je vais expliquer ça très vite. En gros, comprenez Indianapolis, les Colts, c'est une équipe qui joue les playoffs pendant 9 ans. Ils ont une des superstars de la ligue, un MVP, 200 matchs joués de suite, le mec est jamais blessé, mais il commence à vieillir. Subit une opération du cou, out pour la saison. Boum, l'équipe prend le premier choix de la draft. Premier choix de la draft, prospect générationnel, 10 piges que tout le monde attend. Ils le prennent, ils se séparent du MVP âgé. C'est-à-dire que tu passes d'une équipe qui joue les playoffs de manière régulière à une équipe qui est en voie de reconstruction.
Problème, le mec est totalement générationnel. Il te fait jouer les playoffs 3 années de suite. Tu n'as pas les joueurs autour pour l'entourer. Luka est trop générationnel parfois. C'est-à-dire que il amène, je trouve, les Mavs à un niveau de compétence. Les Mavs, ils piquent plus dans la loterie. Et là, c'est une équipe qui doit, avec Luka, toujours jouer les playoffs. Et après, ouais. Pour moi, ça pose problème. C'est limite, c'est le paradoxe du joueur générationnel qui t'amène trop vite, trop haut. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'a fait Anthony Davis a d'une certaine manière fait ça à New Orleans. C'est-à-dire que tu piques plus top 10 avec ces joueurs-là. Et t'as plus de jeunes talents que tu peux garder sur des longues années avec. Après, c'est vrai que, en dehors du fait qu'ils ont été trop bons trop tôt, mais quand tu prends par exemple tout le contexte, en fait, Cam Reddish, c'est le pic de Dallas, en fait, en vrai. Et t'imagines que c'est Cam Reddish, par exemple, tu vois. Oui, mais c'était le prix pour avoir récupérer Doncic. Voilà, c'était le prix pour avoir Doncic. Et en fait, il se retrouve avec du coup un first pick en moins pour le trade de Luka et 2 first pick en moins pour récupérer Porzingis parce qu'ils ont vu que Luka Doncic était déjà trop fort. Sauf que malheureusement, Porzingis, même s'il a des moments, c'est pas entre guillemets le gage de sécurité. Même si pour moi, Porzingis, c'est un joueur hyper important dans ce que veut faire Dallas, dans le sens où c'est un joueur qui leur permet de jouer 5 out et non pas 4 à l'extérieur et un intérieur. Voilà. Bon, c'est vraiment, c'est limite, tu joues au handball, quoi, quand t'as Porzingis au poste 5. Là où quand tu as Dwight Powell, tu joues plus au handball. Tu joues la balle à prisonnier, au pire. Voilà, voilà, c'est ça, quelque chose comme ça. Et je pense ils ont malheureusement, ils sont dans une situation où ils ont fait des choix corrects, mais ils ont aussi fait quelques choix entre guillemets désastreux, notamment sur le deuxième tour. Ils n'ont pas pu récupérer un peu de valeur au deuxième tour. Et en fait, leur construction leur force à devoir faire soit tenter des gros paris. Donc par exemple, tu vois, Finney-Smith, c'est un joueur qui sont allés chercher, qui est un joueur qui était vraiment même pas qui était loin entre guillemets de l'NBA. C'est un joueur qui sont allés chercher longtemps. Maxi Kleber, pareil, c'est un joueur qui sont allés chercher vraiment. Je crois que c'était au Pelicans qu'il était, Maxi Kleber, ils l'ont ramené. Donc tu es obligé de gagner des paris parce que dans la construction de ton roster, ça va être très difficile de pouvoir rajouter un All-Star à ce que tu as déjà. Parce que t'as tenté d'acquérir l'acquisition du All-Star il y a bien longtemps avant. Ouais. Là, ça peut. Si on essaie de tirer des. Moi, on m'a toujours appris dans ma scolarité à essayer de situations particulières, tirer des conclusions plus larges. Peut-être que appuyer sur l'accélérateur si tôt, c'est parfois une erreur. C'est pour ça que moi, quand on voit ce qui peut se passer du côté de Toronto, Scottie Barnes, attendez, vous avez une armée de role-players, attendez avant de voir. C'est vrai que on peut comprendre que Luka dès sa première saison était incroyable, mais il t'a tellement amené haut que ils se sont dit c'est le moment pour accélérer, le mec sera en contrat rookie et tout. Son contrat rookie est terminé et collectivement, ils sont peut-être meilleurs que l'année 1 ou l'année 2 avec Porzingis, mais c'est une équipe qui vraisemblablement va avoir du mal à passer un tour de play-off et ils sont toujours dans ce blocage-là. On peut terminer, Tom, avec on a appelé ça le dilemme Jalen Brunson, c'est-à-dire que Jalen Brunson, en l'absence de Luka Doncic, fait des bonnes perfs. Enfin, moi, je l'ai trouvé d'une justesse incroyable. Bon, c'était contre Houston. Mais dans le match que j'ai vu contre Houston, justesse incroyable, joueur qui s'affirme comme une bonne surprise, choix du second tour. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Pourquoi on l'appelle le dilemme, du coup? Le dilemme dans le sens où à la fin de la saison, c'est un joueur qui va être agent libre non restreint. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que à sa sortie de l'université de Villanova, les Mavs lui ont proposé un contrat de 4 ans, du coup en utilisant leur mid-level. Et la problématique en fait de proposer un joueur du deuxième tour un contrat de 4 ans, c'est qu'au lieu d'être agent libre restreint si tu lui proposes 3 ans, il devient tout de suite agent libre non restreint quand tu lui proposes 4 ans. Donc là, c'est un joueur qui va être agent libre un peu à la Fred VanVleet, c'est un joueur qui va être agent libre non restreint et du coup des équipes pourront tenter d'en faire leur meneur titulaire. Par exemple, une équipe comme Détroit pourrait avoir un intérêt pour lui aux côtés de Kate Cunningham. Boston. Mais après, ou Boston aussi, ça fait sens. Mais du coup, là où je trouve que c'est intéressant et que c'est un dilemme, c'est que grâce à Jalen Brunson cette saison, et contrairement à ce qui se passe aux Hawks,
l'équipe arrive à vivre sans Luka Doncic grâce à Jalen Brunson. Et ça, c'est hyper important, je pense. C'est vraiment hyper important dans ta construction d'équipe, puisque plutôt que d'aller chercher, entre guillemets, ce fameux morphotype que tu espérais avec peut-être un Bradley Beal ou même un Kyle Lowry, tu as un joueur qui est capable, un peu à l'image de, encore une fois, un peu à l'image de ce qu'avait pu faire Fred VanVleet quand il était associé à Kyle Lowry. Tu as un joueur qui est capable de jouer aux côtés de Luka Doncic et d'être un facteur positif quand Luka Doncic n'est pas là. Donc du coup, pour moi, c'est un joueur qu'il faut vraiment garder. Mais après, à quel prix? Puisque si tu le considères comme étant simplement un joueur qui doit venir au relais de Luka Doncic et pas comme quelqu'un qui peut compléter ton 5 majeur quand tu vas terminer les matchs, bah tu vas pas forcément mettre le même budget en fait sur ce joueur-là, quoi. Si tu le considères comme un backup meneur, ça fait pas sens de le payer 20 millions l'année. Si tu le considères comme un starter, voire un sixième homme qui finit les matchs, pour moi, ça vaut le coup, puisque c'est un joueur qui est dans ta rotation en fin de match. Je pense que moi, il a prouvé qu'il avait ce niveau d'être en rotation en fin de match. La seule question, c'est sur des plus longues périodes, comment va s'adapter Luka? Parce que Luka Doncic, on a beau souvent être très très positif avec lui. N'empêche que moi, les rares fois où je le vois off-ball, parce que ça reste, on parlait de Trae Young, il surpasse Trae Young à ce niveau-là. Ça reste un joueur qui, quand il a pas le ballon dans les mains, tu vois que c'est pas naturel et que au niveau de la proposition pour les coéquipiers, il est pas toujours très fort. Donc la question, ça sera tout simplement de savoir, sachant que ils ont payé Luka du côté de Dallas, comment voit Luka, comment il considère cette association-là? Ce sera ça la clé. Moi, je pense que c'est un complément très intéressant. J'aime bien la comparaison avec VanVleet. Alors défensivement, je pense que VanVleet est quand même, il est plus solide. VanVleet est plus solide. Là où peut-être le VanVleet d'il y a quelques années, je pense au niveau de la main pure est moins bon que Brunson, mais l'idée, le concept est plutôt bon. Je pense qu'il faut l'associer à Luka. Alors, se poseront des questions défensives, bien évidemment, parce que côté des deux, faudra être très solide. Mais on l'a dit, quand tu as aussi peu de marge, avoir trouvé un potentiel titulaire au deuxième tour que tu as pu développer, ça a du sens. Mais c'est vrai que le fait qu'il soit agent libre non restreint, et peut-être qu'il va préférer qu'on lui propose il va préférer le rôle à l'argent, peut-être. Un peu à la Jeremy Grant. Exactement. Et en cela, la fin de saison sera déterminante. Parce que la fin de saison, Luka a pas mal de problèmes à la cheville, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de choses, mais on devrait quand même, à un moment, je pense que Kidd va tenter d'associer les deux. Il y a un moment, ça peut. T'es obligé. Là, sur leur entre guillemets leur match, parce que là ils sont sur une série en 2022. Là ils sont sur une série de 4 matchs et 4 victoires consécutives. Il y a pas mal de quand Luka peut jouer, puisqu'il a aussi quelques problèmes à la cheville. Les deux sont associés. Et Tim Hardaway sort du banc. Du coup, ça aussi. On parlait des erreurs. Hardaway, c'est pas une erreur, mais on va dire que c'est surpayé. La rétention. Ouais. Mais après c'est de la rétention, puisque c'est un peu le piège des bird rights. C'est soit du coup tu essaies de créer du cap space et du coup tu perds ces bird rights et t'as peut-être plus la possibilité de le re-signer. Soit tu gardes ces bird rights et tu peux le payer au-dessus du cap. Donc du coup t'as la plupart des franchises, elles choisissent de garder l'asset. Et après, chose qui est intéressante aussi, c'est que Finney Smith aussi est agent libre à la fin de l'année, qui est un joueur entre guillemets très important pour ce qu'ils font les Mavs. Quand on parle, tu vois, du 3&D, vraiment 3&D qui défend, qui est capable de mettre quelques shoots et qui est un bon joueur dans le lien de l'équipe. Lui aussi, il va arriver en fin de contrat. Donc du coup, ça fait pas mal de joueurs entre guillemets importants dans ce que proposent les Mavs, sur lesquels ils auront des échéances. Et simplement pour rebondir ce que tu disais sur Brunson et entre guillemets sa progression, il est vraiment hyper facile. Enfin, il a vraiment un tempo particulier quand il arrive. Tu vois, c'est quelqu'un qui se précipite pas quand il doit finir dans la zone intermédiaire. C'est-à-dire qu'il va passer le premier rideau. Quand, par exemple, généralement, tu vas beaucoup voir des joueurs, par exemple, quand ils turnent le corner, c'est-à-dire quand les joueurs arrivent à prendre l'intervalle et rentrer dans la peinture pour pouvoir attaquer le panier. Les joueurs ont tendance à se précipiter
et après soit envoyer des flotteurs ou finir sur des actions où finalement ils envoient la balle et eux ils finissent hors du terrain. Lui, il est vraiment très 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 calme. C'est-à-dire que il arrête jamais son dribble. Il arrête son dribble uniquement quand il a pris sa décision, et c'est un joueur qui va pas sauter sans avoir pris sa décision, et c'est quelque chose qui vraiment, pour moi, il a beaucoup progressé là-dessus. J'ai vu des comparaisons, elle m'avait fait marrer avec André Miller, tu vois, dans cette tu vois, moi il me rappelle plus dans sa façon de jouer, hein, et peut-être un peu son morphotype, à plus à comment il s'appelle, Jamir Nelson. Jamir Nelson, dans le côté un peu cubique, un peu ouais, je vois très cubique, tu vois exactement de quoi je parle. Voilà, c'est ça, le joueur très dense, tu vois, dans le côté un peu cubique, et même dans sa façon de gérer le jeu. C'est-à-dire que ok, c'est un attaquant en premier lieu, mais c'est un attaquant capable de faire de la distribution. Ouais, il y a le cubique m'a fait perdre mon sérieux, mais oui, il y a un peu de ça. Il y a surtout, je trouve, du côté de Bronson, on va faire une comparaison à l'intérieur du podcast, c'est l'anti-Cam Reddish. Il sent le jeu. Ah oui. Tu le sens le jeu, et je trouve vraiment que sa distribution, moi j'avoue que c'est un joueur que je l'avais vu jouer, mais je l'avais pas trop observé avant cette saison, et là j'ai été surpris vraiment cette capacité-là à vraiment gérer le jeu, comme tu l'as dit, Tom. Quelque chose à rajouter pour terminer sur ces Mavs, Tom? C'est peut-être l'équipe la plus encourageante dont on a parlé. C'est le paradoxe. Ce sont les plus encourageants sur le terrain, mais à moyen terme, c'est peut-être l'équipe sur laquelle on est. Tu vois, par exemple, tu m'expliques que c'est l'équipe la moins bonne dans 2 ans, je suis pas surpris. Moi, ça m'étonnerait quand même, parce qu'ils ont quand même Luka. Enfin, faut pas se leurrer, hein. Luka Doncic, cette saison, enfin, son début de saison, par rapport à ce qui était envisagé. Enfin, Luka Doncic, faut rappeler que c'était l'un des favoris pour le MVP cette saison. Je crois même qu'il était le favori pour le MVP. Ouais. Et l'an dernier aussi. Donc, ça veut dire que les Mavs, même s'ils sont, entre guillemets, 5e d'une soi-disant conférence Ouest moribonde, mais qui a toujours un record positif face à l'Est. Tom, trouvez quelqu'un qui aime l'Ouest, qui vous aime comme Tom aime l'Ouest. Non, mais enfin, oui, la conférence Est est meilleure, mais aujourd'hui, la conférence Est, a un bilan négatif face à l'Est. Et en gros, aujourd'hui, si par exemple, je t'avais dit au début de saison que les Mavs seraient 5e, en ce moment, tu m'as dit, ok, c'est cool, que c'est logique, mais en fait, quand tu vois le contexte et à l'intérieur de la saison, limite, c'est un peu décevant en fait qu'ils soient 5e aujourd'hui. Oui. Après, un peu, ce sera la même conclusion que le podcast de la semaine dernière. Il y a des équipes en stand-by un peu, tu vois. Donc, les Nuggets qui subissent les blessures, les Lakers qui sont pas trop, on sait pas trop où ils sont, les Clippers qui ont pas Kawhi et qui en plus n'ont pas Paul George. Il y a beaucoup d'équipes qui tâtonnent un peu. Donc, oui, ils ont pas Luka, mais au moins, comment dire, ça tourne. Il n'y a pas eu d'événement surnaturel, en fait, avec cette équipe-là des Mavs. Après, je comprends que ça fait peut-être 1 an et demi qu'on n'a pas eu encore. Tu vois, là, on parlait de cette période un peu parfaite pour les Hawks de fin de saison dernière. On l'a pas peut-être eu encore pour les Mavs. Je pense qu'on n'a pas eu encore la version ultime des Mavs. C'est très vrai. Petite note positive aussi pour eux, même si par exemple c'est une équipe qui a été décriée 2 fois ces 4 dernières années pour des choses qui se sont passées hors terrain. Il y a quand même, enfin même au niveau de la draft, hein, même si l'an dernier, par exemple, leurs draftés de l'an dernier ne sont plus dans l'effectif, Tyler Bay et le petit meneur shooter qu'ils avaient drafté au second tour, il faut saluer quand même la présence de Josh Green, qui pour moi il a pas très bien débuté sa saison, et là qui arrive à flasher un peu de qualité athlétique et un peu de passe. Donc du coup, ça peut aussi les aider, tu vois, un peu. Quand tu regardes le morphotype des joueurs qui manqueraient à cette équipe-là, ce serait par exemple des joueurs qui sont des athlètes, qui sont capables de finir fort au cercle, qui peuvent shooter, qui ont un peu de playmaking. Et en fait, Josh Green, il répond bien en fait à cette description théorique du type et du profil de joueur qui leur manquerait. Je pense que la conclusion globale de cet épisode, c'est il n'y a pas de recette magique avec votre jeune joueur. On a 3 équipes qui ont tenté des choses différentes et qui sont là peut-être à un carrefour. À un moment, il faut trouver la bonne solution pour peut-être passer ce palier.
mais en tout cas, ça prouve aussi qu'au niveau des joueurs, je vais pas dire que ça leur apprend la frustration parce qu'encore une fois le cas Boston est différent, mais c'est quand même des joueurs, quand tu regardes Trae Young a déjà joué une finale de conf, hein. C'est quand même incroyable quand on voit où étaient les Hawks. Tatum en a joué 3. Tatum en a joué 3. Trae Young les Hawks c'était vraiment au fond du bus il y a 1 an et demi, ils ont joué une finale de conf, donc ça prouve aussi que tout va très vite en NBA. Très bien. Bien du coup, Tom, c'est comme ça qu'on va terminer ce triptyque, j'aime bien ce mot-là, d'équipe qu'on a abordé aujourd'hui. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous invite comme d'habitude à nous suivre sur Twitter, Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify, Deezer. Là, je peux partir pendant 2 heures. Je vais m'arrêter maintenant. Et aussi sur YouTube, un petit pouce, un commentaire et un abonnement. Ça nous fait très plaisir. Nous, on va continuer à regarder la NBA. Un peu moins morose qu'il y a quelques semaines. Il y a des retours petit à petit. Tom, je pense que on a vraiment atteint le pire moment à fin décembre. Je pense que là, ça repart un petit peu. Et puis, on vous souhaite une très bonne semaine. Salut! Salut!